La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. La tempête souffle ce matin. Ah oui, la tempête Mercosur qui tape dur ce matin. Dans quelques années, lorsque les historiens auront à relater l'effondrement du macronisme, ils parleront bien sûr de la folle dissolution de juin 2024, mais il y a fort à parier que l'événement qu'ils retiendront comme étant le plus symbolique de la faillite de notre président restera ce dossier du Mercosur. Et puisqu'il s'agit de faire travail d'historien, reprenons par le début. Nous sommes en 1999, raconte Rémi Barbet dans La Croix. La France vient d'être sacrée championne du monde de foot. Les Français paient encore en francs. Dans l'Union européenne, le logiciel libre-échangiste est roi. Outre-Atlantique, un immense marché suscite l'intérêt. Le Mercosur, Pascal Lamy, vient d'être nommé commissaire européen au commerce. Il est mandaté pour négocier et il témoigne aujourd'hui. Je peux vous dire qu'à l'époque, si le Mercosur avait accepté toutes les concessions et clauses présentes dans la version de 2026, j'aurais signé tout de suite. Pour lui, il y a alors urgence à trouver un accord. Une élimination de 90% des droits de douane aurait pavé la voie aux automobiles, télécoms et produits chimiques européens. En contrepartie, le Brésil et l'Argentine souhaitent des débouchés pour leur sucre, bœuf et volaille. À l'époque, il n'existait aucune contestation ressemblant à la nervosité actuelle du monde agricole. Mais alors pourquoi le traité n'a pas abouti plus tôt ? Deux raisons, poursuit La Croix. D'abord, les changements politiques et idéologiques incessants en Amérique du Sud. Et puis, et peut-être surtout, à partir de 2010, la question de la protection de l'environnement devient prééminente ici, avec un écart qui ne va cesser de se creuser entre les pratiques agricoles sud-américaines et les nouvelles normes européennes. Et à partir de là, tout n'est plus que politique. Et dans la suite de l'histoire, la responsabilité d'Emmanuel Macron est écrasante. Ce matin, la presse ne prend pas de gants pour le lui dire. C'est la grande lâcheté, annonce en titre d'édito Les Échos. La France est allée beaucoup trop loin dans le Mercosur bashing, écrit Étienne Lefebvre, parce que tout le monde sait que c'est un bon accord, affirme un diplomate européen dans le Figaro, y compris pour la France et même pour son agriculture. Dans le Parisien, aujourd'hui en France, Olivier Auguste dénonce aussi la stratégie du seul contre tous, alors qu'Emmanuel Macron répète depuis 2017 que l'Europe est le meilleur échelon pour préserver une souveraineté, rappelle-t-il. Ouais, cette affaire est l'une des illustrations les plus éclatantes de la capitulation intellectuelle du chef de l'État, estime aussi Étienne Gernel. Du Point, c'est le degré zéro de la politique française, écrit encore Rémi Godot en première page de l'Opinion, mais le plus cinglant, le plus implacable ce matin, c'est Vincent Trémollet de Villers. À la une du Figaro, il signe un édito où transpire une colère froide. C'est l'histoire d'un pouvoir qui a perdu le pouvoir, écrit-il. Il a soutenu à demi-mot un traité de libre-échange qu'il refuse aujourd'hui avec toute l'éloquence des démagogies de circonstance. Il a menti à Bruxelles. Il a menti aux agriculteurs. Il a menti aux électeurs. Il s'est menti à lui-même. Le traité de Mercosur n'est plus un traité commercial, conclut-il. C'est devenu le symbole du génie européen, de l'embrouille et de l'art français de la défaite. Quoi d'autre dans les journaux, Olivier Delagarde ? Écoutez, pendant ce temps-là, l'économie réelle, elle, tente de survivre et les défaillances d'entreprises sont à un plus haut historique. C'est ce que l'on apprend dans Les Échos. En 2025, leur nombre pourrait approcher les 70 000. Mais on va terminer sur une note quand même plus amusante, grâce à Grégoire Delacour, qui signe tous les vendredis une chronique, en dernière page de La Croix. Exercice difficile où il cherche à saisir l'humeur du temps. Et c'est le dry January, ou plutôt le janvier sec, qui l'inspire cette semaine. Et pourquoi pas ne pas dédier à chaque mois une bonne résolution, suggère-t-il. Alors, janvier sans alcool, c'est acquis. Février pourrait être le mois où l'on promet de s'occuper un peu plus de ses enfants. On n'ose pas imaginer que c'est parce que c'est le mois le plus court. Mars, mois des droits de la femme, parce qu'on peut travailler à la croix et être quand même des bagots. Puisque le mois d'avril chante le printemps et qu'au jardin s'ouvrent les prines verts et magnolias, écrit-il, avril pourrait être le mois de l'ouverture et de l'altruisme. Et nous voilà donc arrivés au mois de mai, avec une proposition quand même un peu iconoclaste dans La Croix. Il décrète que le mois de Marie devrait devenir le mois de la picole. Et pas seulement du vin de messe, histoire de se rattraper de janvier. Météo idéale, terrasse partout, et sa spritz, et sa vinasse, et sa ginto, et sa rêvasse. Voilà, le mois de la picole. Encore 3 mois et demi à attendre, Dimitri. Et pour vous faire patienter, je vous propose Les Charlots avec ce grand cru de la chanson en texte. Je retire le bouchon et je mets un petit glaçon et 3. Je verse la boisson et... Si un jour on m'avait dit que Catherine Ney danserait sur l'apérobic. Merci beaucoup, Olivier Delagarde.